Hey! Et bonjour pour ceux qui ne parlent pas suédois. Je suis ravie d'être ici à Stockholm avec vous. C'est l'une des plus belles villes du monde, je pense. J'ai beaucoup de bons souvenirs. J'ai été étudiant ici. Alors, je m'appelle David Issom et je suis un E-patient. E, c'est-à-dire expert, et empowered en anglais, autonomisé. Et en plus, je suis aussi thésard à l'université de Genève. Et j'ai l'honneur, merci, d'être ici devant vous pour vous parler de mon histoire, de l'histoire de ma vie. Tout a commencé en 1987 à Genève, en Suisse. Une belle ville, un beau petit pays. Vous vous rappelez à l'époque, Michael Jackson faisait la chanson Man in the Mirror. Et moi, ça a été mes premiers symptômes. Les douleurs liées à la drépanocytose, ou la crise de la drépanocytose. C'est une douleur très complexe. Il y a même un livre de 800 pages qui a été écrit pour décrire quelles sont ces douleurs. Mais je vais essayer, moi, en 30 secondes. Alors imaginez, c'est la Suède, le nord de la Suède, au mois de janvier. Il n'y a pas de lumière, il fait froid, beaucoup de neige. Et vous conduisez votre voiture, et tout d'un coup, il y a une avalanche. Et donc, vous êtes bloqué dans la voiture. Vous ne pouvez pas sortir de la voiture, pas ouvrir les fenêtres, pas ouvrir les portes. Mais, heureusement, comme vous êtes en Suède, vous êtes allé à une fête viking, et vous avez donc ce gourdin à côté de vous. Vous le prenez et vous cassez les fenêtres et les portes. Vous paniquez, vous essayez de sortir. C'est ça, la douleur de la drépanocytose en 30 secondes. Donc, comme vous avez compris, on m'a diagnostiqué comme patient de drépanocytose au bout de quelques mois. Et c'est une des maladies génétiques les plus communes du monde. La plupart des patients meurent avant leur 5e anniversaire. Et mon pronostic était aussi très mauvais. Mes médecins n'arrêtaient pas de me dire que j'allais vivre 5, 4, 3, 2 secondes, jours, heures, mois. Enfin, c'était toujours un pronostic très mauvais. Mais je ne suis pas mort. Grâce à l'aide de ma famille, des médecins excellents également, des infirmières excellentes qui m'ont fourni des soins de très bonne santé. Ça aide d'être en Suisse. Et puis, j'ai aussi pu continuer à faire des choses que j'aime, comme faire de la moto. Mais la maladie, ça reste une épée de Damoclès, toujours là, au-dessus de moi. Et parfois, ça me tombe dessus, sans prévenir. Et ça nous empêche de faire ce qu'on veut faire. Et vous savez, c'est pas très amusant parce que on est toujours en train d'essayer d'équilibrer une vie bien remplie et puis une mort imminente. La survie, c'est pas toujours plaisant. Et quand on vit des crises comme celle-ci, la seule chose qu'on veut faire, c'est que ça s'arrête. Et donc parfois, on va à l'hôpital, on va aux urgences, on demande de l'aide, on prend ce qu'on nous donne, et puis on demande toujours beaucoup d'antalgiques, la morphine, tout ça. Et puis on attend plusieurs heures, parfois plusieurs jours. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais probablement parce que c'est pas une maladie visible. Ça ne se voit pas. Donc, s'il vous plaît, écoutez le patient. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous n'êtes pas sûr, posez des questions, demandez au patient, demandez si c'est un sentiment habituel ou qu'est-ce que vous faites d'habitude quand vous vous sentez comme ça, et puis écoutez la réponse, bien sûr. Et puis laissez le patient vous aider. Également le soignant.
permettez-leur d'aider également lorsque le patient ne peut pas le faire. Alors, j'ai eu des soins qui n'étaient pas idéaux et vraiment là, ça m'a mis en colère à ce moment-là et donc j'ai décidé d'arrêter et de m'aider moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai observé comme ce qui pouvait avoir une influence sur ma santé. J'ai écouté mon corps, mes sensations, même mes interactions sociales, pour voir ce qui pouvait peut-être déclencher la crise de drépanocytose. Et puis, j'ai aussi commencé à en apprendre beaucoup sur la maladie, les traitements, j'ai étudié la médecine et je suis devenue expert en moi-même, bien sûr, mais aussi en drépanocytose. Et puis, j'ai insisté pour avoir tous les outils dont j'avais besoin pour m'occuper de moi-même. Par exemple, l'oxygène, les bouteilles d'oxygène que je recevais chez moi, ou alors ces moniteurs pour m'observer moi-même, également des réserves de morphine en cas de besoin. Et puis, depuis, eh bien, je suis un nouveau patient de drépanocytose. J'ai pu prédire peut-être 2 semaines à l'avance lorsque j'allais vivre une crise et mon taux d'hospitalisation a chuté d'environ 80%. Depuis, et comme je suis un peu un geek, j'ai commencé à essayer des technologies. Je me suis inséré des puces, par exemple. J'ai essayé des capteurs. Et puis, je suis venue en Suède, puis en Norvège, et c'est là que j'ai pu mener des recherches où nous avons demandé à d'autres patients dans le monde quelles étaient leurs plus grandes préoccupations. Et on s'est rendu compte que c'était les mêmes préoccupations pour tous. En Afrique subsaharienne, en Suisse, aux États-Unis, c'est pareil. Par exemple, ils craignent une crise qu'ils n'ont pas pu prévoir. C'est par exemple un éclair qui arrive en plein milieu du ciel bleu, ça arrive d'un seul coup. Et puis, peur de complications qui pourraient être mortelles. La plupart des patients ont vécu de nombreuses complications, tout ce qu'on peut s'imaginer. Ils ont vraiment peur de mourir. Et ils en ont marre aussi d'avoir des soignants qui sont mal formés. Et puis, ils ont peur d'être isolés, d'être ostracisés, d'être seuls. Donc, on a réfléchi avec les patients et on a créé un outil qui pourrait aider les patients à prendre soin d'eux-mêmes au quotidien. Par exemple, le soutien qui peut venir d'autres patients ou de médecins. Également, les aider à bien vivre avec la maladie. Et puis, faire un suivi continu de leur santé grâce à des capteurs. Mais cet outil n'est pas encore terminé. Nous sommes en train de le bâtir. Nous allons le tester bientôt. Et pour finir, je pense que cette maladie, c'est un peu un don. Parce que ça nous rappelle que pour vivre, il faut être très proactif. Il faut agir. Et agir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mieux se connaître. Et un petit message maintenant pour vous. Si vous souhaitez rencontrer des patients, si vous souhaitez répondre à leurs attentes, essayez de cultiver votre empathie et puis écoutez, bien sûr, les patients et puis laissez-les vous aider et prendre des décisions avec vous. Et puis j'espère que comme cela, les choses pourront changer. Et puis, je pense, et d'ailleurs j'y crois, que l'avenir va dans cette direction. En Suisse, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives comme celle-ci, le réseau de santé personnalisée. Aux États-Unis, on a aussi l'initiative de santé individuelle qui essaye de rassembler les patients, les médecins, les scientifiques pour collecter des données, les analyser, les interpréter. Des énormes bases de données, d'informations sur la santé qui viennent des patients, mais aussi des médecins, avoir des outils qui peuvent être personnalisés, individualisés, des recommandations ou des conseils qu'on peut donner ou des traitements qui pourront correspondre à chaque personne. Merci.
Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir, bien sûr. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions maintenant. Thank you. We do have time for one or two questions. Nous avons le temps de répondre à une ou deux questions. Bonjour, je m'appelle Olsa, je travaille ici en Suède et je me suis occupée de petits-enfants atteints de drépanocytose. Vous me disiez que vous avez remarqué 2 semaines avant ce qui allait se passer. Qu'est-ce que vous avez remarqué exactement? Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre organisme. Ça peut être une petite douleur que l'on ressent. C'est difficile à expliquer. C'est plutôt une sensation ou un sentiment. Vous commencez à le sentir venir et le sentir repartir. Et vous devenez plus sensible à ce qui se passe dans votre propre corps. Et à ce moment-là, on se dit, bon, si je continue comme ça, dans 1 heure à peu près, je vais avoir telle ou telle douleur ou telle crise. Et ça marche. Et est-ce que vous avez trouvé un moyen de le prévenir en vous reposant, par exemple, en buvant davantage? Oui, tout à fait. Je fais tout ce qui est possible pour éviter un incident. Donc, ça consiste à réajuster son comportement, boire, se reposer, prendre de l'oxygène. Et puis, là où on se trouve, ça compte aussi. Environnement. Si vous trouvez un endroit où il y a beaucoup de fumée, vous savez peut-être que ça va déclencher quelque chose. Il y a un rapport entre les deux. D'accord, merci. Merci beaucoup, David.